Salut à tous les pilotes, le Dakar 2026 arrive à grands pas. Oui, ce n'est pas du WRC, mais c'est un dérivé du rallye, plus précisément le rallye raid. Cela reste du rallye et le Dakar est une très grande course. C'est même pas juste une course, c'est l'aventure ultime. 10 000 km de sable, de dunes, de galères. Et dans les années 80-90, c'était un peu le Far West. Pas que des teams usines blindées qui arrivaient avec leurs grosses machines, mais des privés qui arrivaient avec des voitures complètement dingues. Des limos de luxe, des scooters, des camions à frites. Aujourd'hui, top 10 des voitures les plus folles qui ont osé le Dakar. On commence sans plus tarder par la F40. Non, vous hallucinez pas les gars. Franco de Paoli, un riche industriel italien, tombe amoureux du Dakar en 1979 après une rencontre dingue avec Thierry Sabine au milieu du désert. Il décide de s'engager, mais non, pas avec des caisses traditionnelles. Il bricole ses propres protos. Un châssis de Range Rover V8 avec une carrosserie de Rover SD1 par exemple. Et en 89, cet Italien fou furieux se pointe avec une réplique parfaite de la Ferrari F40. Ferrari usine? Jamais. Enzo aurait pété un câble. Non, De Paoli prend un châssis de Mitsubishi Pajero, solide et connu pour sa fiabilité, un moteur turbo gonflé à bloc et moule la carrosserie exacte de la F40. Résultat, la Red Typhoon rouge feu qui file à plus de 210 km/h sur les dunes. Imaginez un petit peu perdu au milieu des dunes, au milieu des Peugeot officiels, notre F40 vole entre les dunes. Malheureusement, après la 4e spéciale, c'est l'abandon pour casse mécanique. Elle rentre en Italie et De Paoli pense la démonter pour la refaire. Mais il ne le fera jamais. Un jour, le hangar prend feu et la voiture finit en cendres. Un seul modèle construit, elle est donc perdue à jamais. En 2009, un équipage franco-belge, Hervé Dier et François-Xavier Béguin, décident de s'engager au Dakar. Mais pas avec un vrai camion de course. Non, ils prennent un simple Toyota pick-up, ils installent un plan de travail, une friteuse et hop, une baraque à frites mobile. La journée, ils parcourent les dunes, les pistes rocailleuses, tout ça. Et le soir au bivouac, 7 kg de frites pour nourrir les autres concurrents. Je vous laisse imaginer l'ambiance au milieu du désert quand tout le monde vient manger des frites. Et malgré tout, ils terminent 58e au général. Ils remettent ça en 2014 et en 2018 à l'Africa Eco Race. Et le meilleur, l'équipe reverse 1 € pour chaque kilomètre parcouru à l'association du Secours Populaire. Et ça les gars, c'est l'esprit du Dakar. L'aventure, de la solidarité et des frites au milieu de nulle part. Les bonnes histoires démarrent souvent par un apéro trop arrosé. Thierry de Montgorgé et Christophe Pelletier, accompagnés de Jean-François Dunac, ont fait le pari fou de s'engager au Dakar avec la corniche de Pelletier. Le lendemain de la cuite, visiblement personne n'est raisonné, ils lancent donc le projet de s'engager au Dakar. Il leur faut un partenaire financier et préparer la voiture en 3 mois seulement. Comme pour la Red Typhoon, ce n'est pas une vraie Rolls-Royce. Ils vont greffer la carrosserie sur un châssis tubulaire. Ils vont ajouter les ponts, la transmission et les trains roulants d'un Toyota Land Cruiser. Pour gagner du poids, plein d'éléments non utiles vont être moulés en fibre de verre, mais surtout, on n'enlèvera pas le Spirit of Ecstasy. L'intérieur ressemble bien à une Rolls-Royce, sous le capot un petit peu moins, puisque c'est un V8 Corvette qui y prend place. Le 1er janvier 81, la Rolls est dévoilée au public. Toute blanche vêtue de ses sponsors, le parfum Dior Jules, qui donnera donc le surnom à cette voiture, et Paris Match. Les spectateurs sont médusés, les médias confus. En Algérie, le carter d'huile est percé. Quelques jours plus tard, c'est le train avant qui casse. Ils terminent donc la spéciale mais sont hors délai. C'est donc la fin de l'aventure. Enfin, pas tout à fait. De l'autre côté du continent, Jules fait parler d'elle. Il y a eu presque de 2000 articles et 150 heures d'images TV. La visibilité est énorme pour le Dakar qui est seulement à sa 4e édition. Thierry Sabine fermera les yeux et laissera l'anglaise rouler. La course malheureusement se finira dans l'arbre pour l'équipage, mais Dior a réussi son coup de pub et Thierry et Christophe ont atteint le lac Rose. De retour en France, ils recevront une petite lettre de Rolls-Royce qui leur dira que c'était pas très cool de jouer avec leur image de marque et qui les invite à ne pas retenter l'expérience. D'une idée folle de Jean-François Piot, Vespa prend part au plus célèbre des rallyes raids, non pas avec une moto, mais bien avec un scooter, le Vespa 200e.
4 pilotes seront au départ, Bernard Niemer, Marc Simoneau, Bernard Tchernask, Ivan Tchernaskine. Pour faire la course et sans doute aider plus facilement, 5 Land Rover suivront les scooters, dont une conduite par Henri Pescarolo, les 2 autres par René Trottmann, Jean-Pierre Henrioud, François Bréban, responsable marketing de chez Piaggio, et Jean-François Piot. Les galères vont se succéder, la fiabilité frappe le Vespa qui a été renforcé, mais malheureusement certaines pièces ne l'étaient pas assez. Mais ce qui posera le plus de soucis, c'est les dunes. Jean-Pierre Henrioud avouera plus tard qu'ils avaient mis les scooters dans les Land Rover pour éviter d'être hors délai. Passé les dunes, ils ont laissé les Vespa reprendre la route. 2 des 4 Vespa termineront et un franchissera la ligne officiellement. Le deuxième, il a terminé dans le coffre du Land Rover. Marc Simoneau termina 28e et Bernard Tchernaski termina 30e. On est en 1983, place de la Concorde, au milieu des Range Rover, Mercedes G et prototypes. Voilà des Fiat Panda 4x4 de série. 1 litre, 48 chevaux, 850 kg. Pas d'équipe d'usine Fiat, non, juste des privés français et italiens qui se disent sans doute ça passe partout en montagne, donc pourquoi pas dans le sable. Ils ajoutent des protections, des pneus sable, un plus gros réservoir, bref ils modifient quand même la voiture et c'est parti. Malheureusement, aucune ne verra l'arrivée à Dakar. Une petite citadine au Dakar, ça résume bien l'esprit des débuts. N'importe qui avec une caisse qui roule pouvait tenter l'aventure. Dans la période plus récente du Dakar, on parle forcément de Robbie Gordon. Ex-pilote IndyCar et NASCAR, vainqueur de la Baja 1000, la célèbre course tout-terrain mexicaine, débarque au Dakar en 2005 avec Volkswagen. Avant de revenir l'année d'après avec sa propre équipe, Team Dakar USA, et sa propre voiture, un Hummer. Oui là, ce gros tank, mais évidemment bien amélioré, plus léger, ressemblant plus à un buggy d'Euromotrice, il signe de belles perfs, gagne des spéciales, et en 2009, il monte sur la 3e place du podium. Sa dernière participation date de 2018, avec un abandon. Il reste ces images spectaculaires, ce tank piloté par Robbie sans jamais lever le pied. Et pour l'anecdote, dès 1994, un vrai Hummer militaire modifié, réservoir plus gros et les protections de sécurité, avait déjà participé, pas comme Robbie, un vrai Hummer. Tout type de véhicule fait le Dakar. Taux, quad, voiture, mais on n'a pas encore parlé des camions. Et là aussi, un sorcier hollandais est venu semer la zizanie. Jan de Rooij participe à son premier Dakar et il trouve que les camions sont bien trop lents et décide de construire les siens. En 1984, le monstre bicéphale, avec cabine avant et arrière, 2 moteurs, performance pas exceptionnelle, mais il tient quand même quelque chose, ça va plus vite. En 1985, l'évolution The Bull, la cabine arrière est supprimée pour plus d'aéro, mais il garde quand même le même concept. Il termine 2e camion après avoir pris une pénalité de 15 heures. En 1986, le Turbo Twin commence à s'éloigner des camions de série. Structure tubulaire acier, carrosserie polyester, 2 moteurs en parallèle au centre. En 1987, Peugeot arrive avec 205 montés à la hâte. Tout le monde s'enlise dans la passe de Nega, sauf de Rooij. Il aurait pu gagner pour 2 minutes. Et en 1988, le DAF Turbo Twin X1, qui ressemble vraiment à un camion du groupe B, il colle au Peugeot, 3e au général avec son camion. À la 7e étape, les concurrents partent en ligne en formant plusieurs vagues. Et on a une des vidéos les plus mythique de ce Dakar. Duel à plus de 200 km/h entre de Rooij et Harry Vatanen. La DAF dépasse la Peugeot. Malheureusement derrière, l'autre camion de l'équipe fait un grave accident. Le mécanicien devient tétraplégique et le navigateur Kees van Lovegen décède. De Rooij quitte la course sur le champ, on ne saura jamais où ce camion aurait terminé. Thierry de Montgorgé n'en avait pas fini avec le Dakar. Ou alors, après le lendemain d'une autre cuite. Après la Rolls Jules de 81, le même Thierry revient avec la Jules 2. À la base, c'est pas du tout pour le Dakar. En 81, une autre course encore plus folle voit le jour, le Pékin-Paris. 16 000 km à travers l'URSS et des pistes inconnues. Thierry, toujours en mode aventure, va construire une voiture pour ce rallye. Il bosse dessus tout seul pendant plus d'1 an. Châssis tubulaire, moteur Chevy V8, boîte Porsche 930, 4x4 interchangeable et surtout 6 roues, 2 essieux arrière, un moteur et un porteur, avec pièces interchangeables partout, look futuriste à la Mad Max, avec tente sur l'arrière et réservoir géant. Camp identique partout, siège velours, la déco noir nacré. Problème, le Pékin-Paris est annulé. Thierry se retrouve avec sa Jules 2 presque finie et la seule grosse course restante est le Paris-Dakar 84. Il s'engage quand même, mais la voiture n'est pas du tout faite pour le sable. Malgré son poids, la voiture se révèle fiable et bien conçue. Elle enchaîne les étapes et au bout d'un moment, elle aura un petit souci mécanique. Rien de bien grave, mais son assistance trop pressée à faire la course
oubliera de venir dépanner la voiture. L'assistance fera demi-tour, mais ça sera trop tard, la voiture terminera la course hors délai et c'est donc l'abandon. La Jules 2, c'était un rêve pour une aventure qui n'a jamais existé. Conçu par les bureaux d'Aftozaz, à la base pour le groupe B, et puis l'annulation en 1986, la voiture allait tomber dans l'oubli. C'est là que l'importateur français de véhicules soviétiques Porsche fait des pieds et des mains pour relancer le projet. Jackie X, qui vient de quitter Peugeot, rejoint le programme. Grâce à ses relations, Porsche entre dans la danse. Ils fournissent le flat 6 de la Porsche 964, mais aussi le châssis, les transmissions et la boîte de la 959. Oreca met la main à la pâte pour finaliser tout ça. Bref, notre Lada soviétique est bien chouchouté. Malgré tout, le budget reste inférieur des équipes qu'elle affronte. Peugeot, Citroën, pour ne citer qu'elle. Son meilleur résultat, une 5e place au Dakar 91. Mais après, la FIA bannira la catégorie T3. Et la Lada Porsche quitte le désert pour de bon. À la base, c'est un véhicule militaire autrichien, proposé à plein d'armées dans le monde jusqu'en 2007. Une vraie bête increvable. Revenons au désert. Même si c'est prévu pour la guerre, cela s'avère utile pour la course. Ne misez pas sur sa vitesse, mais sa capacité de franchissement. Et il termine même 25e au général comme meilleur résultat. Pas avec 4 roues, mais avec 6. Encore une fois, dans ces années-là, n'importe quel véhicule pouvait prendre le départ du Dakar. N'oubliez pas de vous abonner, dites-moi en commentaire pour vous quelle est la voiture la plus folle qui a participé au Dakar. Maintenant cap pour le Dakar 2026, à bientôt les pilotes.